Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire. Fin de compétition olympique pour Noélie Yarigo. Aux portes de la finale, la guépade de la Pendjari était l'espérance de toute la nation pour une médaille olympique au JO Paris 2024. Elle vient malheureusement de compléter la liste des représentants béninois éliminés à cette compétition. À suivre dans un instant sa toute première réaction. Ensuite, sensibilisation au civisme fiscal. C'est une initiative de la mairie de Nati Tengou qui vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de leur contribution fiscale dans le financement des projets communaux et services publics. Et puis enfin, dans les pas d'une Amazone, c'est le nouvel ouvrage qui vient enrichir le paysage littéraire béninois. Dédicacé le week-end écoulé au Palais des Congrès de Cotonou, l'œuvre est un récit rétrospectif de la vie de son auteur, Paulette Bette Adiakotor, femme engagée en faveur de la promotion du genre et du leadership féminin. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition à nouveau. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est terminé pour le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous nos athlètes en compétition ont été éliminés. Noélie Yarigo, la guépade de la Pendjari, l'espérance de toute la nation pour une médaille olympique, a été éliminée aux portes de la finale dans sa spécialité alignée dans la première série des demi-finales du 800 mètres dames. L'Amazone a fini sa course à la 8e position avec un chrono de 2 minutes 1 seconde 35 tiers. Elle signe ainsi une 3e élimination consécutive en demi-finale des Jeux Olympiques. Après 2016-2020, suivront les premières réactions de la guépade. Après son élimination, elle intervient au micro de notre consoeur Constante Meffon, présente à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis mise dans un faux rythme. Je n'ai pas suivi ce que le plan qu'on s'était mis avec le coach. Je me suis mise dans un faux rythme et après, entre le 500 et le 600, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Après, j'ai essayé de changer de rythme, mais les filles étaient déjà loin de moi. Donc c'était trop tard d'aller chercher les 2 premières places. C'est vraiment dommage parce que je suis très en forme en ce moment et je le sais. Et la demi-finale, les séries, j'avais couru avec beaucoup de contrôle, je ne voulais pas trop me fatiguer, donc je suis allée chercher juste la qualification, sachant bien qu'aujourd'hui, ça devrait être ma première finale. Donc j'ai tout donné, mais bon, c'était un jour sans pour moi. Je demande vraiment pardon à tous les Béninois qui m'ont suivi et qui ont mis le cœur. J'ai vraiment tout donné, j'ai couru avec le cœur aussi. Je ne vais pas baisser les bras, vous me connaissez bien. Et c'est vrai, d'autres diront que oui, elle a 38 ans, elle est fatiguée, c'est l'âge qui a fait qu'elle n'a pas pu se qualifier. Non, puisqu'il y en avait aussi qui étaient à 1,56 dans ma course, mais qui ne se sont pas qualifiés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont vieilles ou non. J'irai me reposer et à tête reposée, on va trouver des tactiques pour pouvoir aller chercher le chrono dans 2 semaines après les Jeux Olympiques. J'irai me mettre au boulot pour pouvoir revenir encore plus forte. Et bien voilà, c'était donc Noélie Yarigo à l'instant au micro de notre consoeur Constante Meffon. C'était donc la dernière représentante du Bénin encore en compétition après l'élimination des 4 autres athlètes qui prenaient part à ces JO. Didier Kiki en athlétisme, Alexis Padé et Iona Douillet en natation, tous se qualifient par principe de l'universalité. Et puis enfin le judoka Valentin Kouenator. L'amicale des sociologues et anthropologues a organisé un café sociologique axé sur le phénomène suicide qui constitue un dysfonctionnement dans la société avec pour thème principal recrudescence du suicide au Bénin, importation de phénomènes ou symptômes d'un dysfonctionnement social. Métaphysiciens, responsables religieux et prêtresses de foi ont opiné sur la thématique pendant plus de 2 heures d'horloge afin de trouver des solutions pour contrer ce fléau qui touche une frange de la population. Suivez le reportage.
Réunis dans cette salle, le phénomène récurrent, le suicide, retient l'attention des sociologues, anthropologues, religieux, métaphysiciens et islamologues. Ces médecins de la santé ont porté leurs réflexions sur ce fléau qui prend une vitesse sans cesse dans la société. Au cours de ce conclave, plusieurs approches à travers diverses communications ont été animées aux participants pour mieux comprendre les raisons. Donc on sait qu'on se suicide parce que quand on va se suicider, contrairement à ce que tous mes prédécesseurs ont dit, on se suicide, c'est une manière d'atteindre Dieu, d'aller vers Dieu. Au nombre desquels de potentielles sources qui peuvent amener quelqu'un au suicide ont été évoquées, ce qui déchire le tissu social. Il y a l'envoûtement qui a lieu dans le monde onirique. On peut vous emmener à travers des successions de cauchemars à vous déséquilibrer mentalement et à vous donner des ordres. Je pense que la détresse, l'isolement, l'abandon, les problèmes psychologiques ne sont pas venus d'ailleurs. C'est l'homme où il est qui en souffre. Alors, on pourrait dire, à mon avis, que bon, c'est un phénomène qui touche tout le monde et qu'on ne l'a pas importé. Quand on expose la nudité aujourd'hui, quand des gens de même sexe se mettent en couple, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est pour vous dire qu'il y a forcément beaucoup de choses qui déchirent notre tissu social. Cette activité pour les sociologues et anthropologues permet de rechercher les causes les plus lointaines aux plus actuelles. On fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une récurrence. Maintenant, les débats de ce jour nous permettront de savoir est-ce qu'il y a réellement récurrence, est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux qui donnent beaucoup plus d'écho, mais toujours est-il que c'est préoccupant pour nous qu'un seul individu réussisse à se donner la mort, ça devient préoccupant. Puissent les échanges transdisciplinaires, pluridisciplinaires et pluridimensionnels au regard de la diversité des panélistes éclairer l'opinion publique afin que des pistes de solutions conséquentes soient trouvées pour limiter l'ampleur. Après avoir diagnostiqué les raisons qui poussent au suicide, les panélistes ont suggéré plusieurs approches de solutions pour freiner un tant soit peu le phénomène. On note entre autres la campagne de médiatisation pour montrer le danger, la connaissance de soi-même dans le plan spirituel et la prise du soin mental de l'enfant. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et bien entendu de la responsabilité collective pour le développement de la commune de Nati Tengour, la mairie a organisé en fin de semaine écoulée une séance de sensibilisation au civisme fiscal. L'objectif étant de sensibiliser les citoyens sur l'importance de leur contribution fiscale dans le financement des projets communaux et services publics. Au cours de cette séance, bien entendu, le maire de Nati Tengour et ses adjoints ont donné le bon exemple en payant publiquement leur impôt à la Sanarouna. Kadri Makoni. Devant les membres du conseil communal élargi au chef quartier village de Nati Tengour, l'autorité communale brandit ici sa quittance d'imposition de l'année en cours sur le foncier. À sa suite, ces deux adjoints et les chefs d'arrondissement se mettent à jour vis-à-vis du fisc devant toute l'assistance. Une démarche pédagogique de mobilisation de ressources imprimé par l'exécutif de l'hôtel de ville pour inciter le citoyen lambda à s'acquitter de son devoir fiscal. Le citoyen pense toujours qu'il faut attendre qu'on vous envoie l'impôt. Mais une fois que vous avez votre domicile, mais que vous bénéficiez de ces atouts et que vous attendez qu'on vienne vous imposer, ce n'est pas un bon citoyen. Un bon citoyen doit se rendre au service des impôts pour dire je vais payer mes impôts. Cette sensibilisation au civisme fiscal, faut-il le rappeler, est à l'actif de la secrétaire exécutive de la mairie de Nati Tengour qui, conformément à sa mission de mobilisation de ressources, entend ainsi susciter l'engouement des contribuables à emboîter les pas de leurs mandataires en payant leurs impôts, seul moyen de contribuer au développement de la cité. De cette séance de sensibilisation, l'objectif, c'est de mobiliser les ressources. Vous n'êtes pas sans savoir que la mobilisation des ressources est un domaine sur lequel nous, en tant qu'exécutifs, nous sommes évalués. Et dans le processus de mobilisation de ces ressources, il est normal qu'on puisse osciller
tous les voies et moyens. Voilà un créneau par lequel nous allons renflouer les caisses de la commune à travers le paiement des impôts. Donc c'est notre objectif premier, ça. Il n'est pas question seulement aujourd'hui à cette séance de mobiliser assez. C'est vrai qu'on l'aurait souhaité. Mais aussi que l'information, que la sensibilisation puisse toucher les contribuables, les citoyens et que aisément ils aillent vers le service des impôts pour faire l'acte civique. Dans sa mission de mobilisation des ressources fiscales, la mairie de Nati Tengu, en tant que commune pilote du projet réforme de la GIZ, reçoit l'accompagnement de la coopération allemande. Depuis quelques années, on a constaté que la population ne sort pas pour payer les impôts. Et c'est pour ça que nous accompagnons cette activité de sensibilisation pour que le Benoît lambda sache que le maire lui-même n'est pas épargné du paiement de l'impôt. Et il l'a fait aujourd'hui, il faut que la population aussi l'accompagne. Au-delà de l'incivisme fiscal tant décrié ici, la base de données du foncier à Nati Tengu n'est pas fiable, toute chose qui rend difficile le recouvrement au niveau des services des impôts. Rien ne rentre, vraiment ça ne va pas. Et c'est le seul problème, ça, la base qui n'est pas fiable, la base d'imposition qui n'est pas fiable. À cette doléance, la secrétaire exécutive prend l'engagement solennel de corriger le tir tout en exhortant les populations à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Dans la suite de cette édition, l'information a fait le tour des réseaux sociaux. Il circule depuis un moment sur la toile un communiqué et qui fait état de ce que, bien entendu, les titulaires du brevet d'études du premier cycle BPC sont refusés d'accès pour postuler par voie de cours à la classe de seconde dans les lycées techniques et professionnels au Bénin. Le ministère des enseignements secondaires, techniques d'information professionnelle s'inscrit en faux et apporte des clarifications. Écoutons à cet effet Akle Kerekou Djemimar, la directrice de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle, au micro de Florence Boussard. Nous sommes là pour porter clarification par rapport à un communiqué sur le concours portant entrée dans les lycées techniques professionnels. Il est à circuler sur les réseaux sociaux que les titulaires du BPC sont refusés d'accès pour postuler par voie de concours à la classe de seconde dans nos lycées techniques professionnels. Donc nous nous inscrivons en faux parce que si on prend 3 communiqués passés, les communiqués n'ont jamais changé. Il s'agit toujours des mêmes communiqués et sur 3 ans, 4 ans, cette obligation d'être titulaire du CAP a toujours été fait mention. C'est toujours exigé parce qu'au niveau des lycées techniques professionnels, nous avons 2 voies d'entrée. Nous avons la voie technologique et la voie professionnelle. Pour ceux qui accèdent à la voie technologique, ils peuvent continuer au niveau supérieur et continuer leurs études. Mais pour les voies professionnelles, c'est pour qu'ils exercent en même temps un métier. Donc c'est plus pointu et plus spécifique. Donc pour accéder à la voie professionnelle, il faut être titulaire du BPC ou du CAP. Mais il est exigé au niveau de la voie professionnelle, obligatoirement, vous devez être titulaire du CAP. Et c'est ce qui est stipulé dans tous les communiqués des concours depuis plus de 4 à 5 ans. Donc, ce n'est pas une invention, ce n'est pas le ministère, c'est des tests réglementaires qui maintiennent qu'il faut forcément avoir le CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Parce que quand on prend les enfants qui n'ont pas de CAP pour accéder pour l'obtention du bac, pour aller au bac professionnel, il leur est difficile. S'ils ont le BPC, ils ne tiennent pas. Il faut qu'ils aient déjà le CAP niveau 1 pour aller au niveau 2. Donc, la polémique porte sur les formations au niveau 2, les formations professionnelles. Il faut retenir que pour accéder à une formation professionnelle au niveau 2, il faut forcément être titulaire du CAP et ce sont les tests réglementaires qui exigent ça. Mais pour aller vers les voies technologiques ou les formations, on parle de bac F1, bac F2, qui sont des bacs technologiques qui ne nécessitent pas vraiment une compétence professionnelle, mais qui ne nécessitent pas une exigence au métier. Ceux-là, ils peuvent accéder avec leur BPC tout simplement.
Pour les services remarquables rendus, bien entendu, à la nation, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin en fin de mission a été reçue dans l'ordre national. La cérémonie de décoration s'est tenue au ministère des Affaires étrangères en présence d'autres membres européens du corps diplomatique accrédité au Bénin et des membres du cabinet du ministre Chegoum Bakary. Plus de détails avec Hugues Vingbe, Jocelyn Barriga. Voici l'acte qui sacre Sylvia Halife, officier de l'Ordre national du Bénin. Cette décoration intervient dans un contexte de fin de mission de la chef de la délégation de l'Union européenne sur le territoire béninois. Une mission débutée le 10 décembre 2020. Pendant son séjour à Cotonou, la récipiendaire s'est distinguée par son engagement en faveur du Bénin. Votre implication personnelle a été déterminante dans la définition du programme indicatif pluriannuel de coopération, donc MIP, doté d'une enveloppe financière globale de 255 millions d'euros au titre de 2021-2027. Vous avez à votre actif développé 3 initiatives type Europe, lesquelles sont concrétisées en symbiose avec les priorités du programme d'action du gouvernement deuxième génération et enregistrées au 31 décembre 2023 pour un engagement financier de 1039 millions d'euros. Émue par l'honneur qui lui est fait par la République du Bénin, Sylvia Halife exprime sa gratitude. Merci de m'avoir donné l'opportunité pour visiter le 12 département du Bénin, visite au cours desquelles j'ai beaucoup compris et appris sur le Bénin, sur son histoire, sur la richesse de sa culture et ses traditions, et surtout sur la vision stratégique politique de votre gouvernement et votre capacité à implémenter cette vision stratégique. Arrivée à Cotonou dans un contexte de Covid-19, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin peut repartir fière d'avoir accompli sa mission. Dans le département du Mono, l'initiative des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants est désormais une réalité. C'est un projet conçu pour donner aux enfants le goût d'entreprendre. La première édition a été officiellement lancée ce vendredi dernier avec la sortie de la première cohorte des lauréats. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Alossé Florando. Voici les pionniers d'un projet voulu par le commandement territorial du Mono pour donner aux enfants le goût d'entreprendre. Une vingtaine d'enfants, tous élèves et étudiants, retenus à l'issue d'un test pour la première édition des vacances entrepreneuriales. Chers lauréats et lauréates de cette première cohorte, aujourd'hui, vous représentez la grande famille des jeunes entrepreneurs de notre département et membres du Bénin. Nous vous envoyons les armes en main sur nos territoires pour inculquer un nouveau dynamisme, que dis-je, pour faire un déclic au sein de cette jeunesse béninoise qui t'a aligné ses actions sur les politiques du développement de nos gouvernants. Vous avez désormais les rudiments du bon entrepreneur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter l'environnement des affaires. Et pour affronter ce monde de défis, ces futurs cadres du Bénin ont été moulés dans un exercice de promotion d'idées, d'éveil citoyen, d'outils de gestion d'entreprise, de compétences de vie en santé individuelle et numérique. Une formation couronnée par une attestation et une enveloppe financière en guise de financement pour se lancer. Merci pour tout. Cette graine que vous avez semée en nous portera la promesse des fleurs que vous voyez déjà. Au nom de mes camarades, nous nous engageons à mettre en œuvre ces savoir-faire. Nous nous engageons à utiliser également de manière correcte les financements reçus pour conduire nos activités. Nous n'allons pas vous décevoir. Ces futurs entrepreneurs, première promotion des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants, disposent de la période de ces vacances scolaires pour goûter à l'ivresse de ce monde de défis qui exige
beaucoup de persévérance. Ils ont tout de même eu le mérite d'être les précurseurs d'un projet appelé à faire tache d'huile aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et on finit cette édition avec la littérature, un ouvrage qui retrace le parcours d'une Amazone, celui de Paul Berthe Adjaoutor, femme engagée, bien entendu, en faveur de la promotion du genre et du leadership féminin. L'œuvre dénommée Dans les pas d'une Amazone a été dédicacée ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. L'auteur fait un récit rétrospectif de sa vie. Elle y décrit sa résilience. Suivez ici le point de la cérémonie de lancement. Dans les pas d'une Amazone, un ouvrage de près d'une centaine de pages. L'Amazone auteur y retrace son enfance, son parcours scolaire et professionnel, ses défis relevés ainsi que ses obstacles surmontés. Une autobiographie de Paul Berthe. C'est une invitation de l'auteur à la résilience face aux dures réalités de la vie. Elle convie les femmes à faire preuve de courage, de persévérance et d'endurance face aux problèmes de la vie. Plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression, l'auteur invite ses lecteurs à y faire face stoïquement pour en sortir fort. La publication de ce livre est également le moyen pour l'auteur de passer un message aux femmes. Elle décrit entre les lignes de l'ouvrage les vicissitudes de la vie et démontre la preuve de la résilience nécessaire pour y faire face. Au plus profond de moi, j'ai toujours senti que j'étais au service des autres, au service de l'humanité. Et je pense que si j'ai voulu partager cette histoire, mon histoire, c'est pour inoculer à ces femmes qui sont encore faibles aujourd'hui, le virus de la résilience, le virus de la force, de l'énergie, de la persévérance. Et que les femmes comprennent qu'elles sont détentrices. En fait, c'est elles qui font les nations. Parce que ceux qui gèrent nos nations sont des hommes. Et c'est nous qui les mettons au monde. Et donc, pour réussir l'éducation et pour réussir et pour l'avenir de toute une nation et même du monde entier, il faudrait que les femmes soient encore plus fortes, beaucoup plus fortes, surtout que nous traversons de plus en plus. Les temps changent, beaucoup de choses changent. Donc, si nous ne sommes pas fortes, eh bien, nous aurons du mal à avancer. Et donc, dans les pas d'une Amazone, c'est pour demander à toutes les femmes d'être tout simplement forte, de savoir que la vie, elle ne nous fera pas de cadeaux. Et si elle ne nous fait pas de cadeaux, eh bien, il faut que nous, on soit fortes pour lui montrer que, oui, on peut y arriver. L'ouvrage, intitulé Dans les pas d'une Amazone, est édité à Paris. L'auteur amène ses lecteurs à s'imprégner des racines profondes de sa vie. Il faut préciser que Paul Berthe Adjaoutor est également présidente d'ONG qui œuvre pour la sauvegarde de l'environnement et fait la promotion du consommant local. Les mets proposés pour la collation à la fin de la cérémonie en disent long. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.